L'Ukraine devra-t-elle se séparer du Donbass? Pourtant, du côté de Kupiansk, les Ukrainiens continuent de se battre. Volodymyr Zelensky y était lui-même sur le terrain. Regardez. Santé à vous. Aujourd'hui, le secteur de Kupiansk, nos combattants qui obtiennent des résultats ici. J'ai adressé mes félicitations aux gars. Merci à chaque unité et à tous ceux qui combattent, tous ceux qui détruisent l'occupant. Aujourd'hui, il est extrêmement important d'obtenir des résultats sur la ligne de front pour que l'Ukraine puisse obtenir des résultats en diplomatie. Bonsoir, Général Yakovlev. Bonsoir, Margot. Que reste-t-il d'Ukrainiens dans le Donbass? Alors, je ne sais pas combien il leur reste, mais je sais que c'est leur forteresse. C'est le bastion, c'est l'ancrage de la ligne. Ça fait bientôt 4 ans que les Russes s'échinent à passer, et puis déjà en 2014, c'est un morceau, une noix qui n'arrive pas à craquer. Donc je ne sais pas où c'est, quel village, à gauche, à droite et tout, mais ce que je sais, c'est que c'est le point dur c'est le bastion, c'est le donjon, la forteresse qui tient tout le reste. Voilà. C'est-à-dire que s'ils lâchent le Donbass, vous pensez que les Russes peuvent rentrer à l'intérieur du territoire aussi facilement? Oui, et c'est bien pour ça qu'ils veulent que Trump leur livre le Donbass. On est dans la situation de 2 voisins de palier où il y en a un qui, en gros, tabasse, torture, viole son voisin. Bon. Et là, il y a le syndic qui arrive en disant « Il faudrait qu'en plus, tu lui donnes la clé de ta porte blindée, parce que comme ça, ça se passera beaucoup mieux. » C'est ça le Donbass, c'est la porte blindée. Et Zelensky et les Ukrainiens, d'une façon générale, tous nos contacts en Ukraine le disent, ça, on ne lâchera pas un terrain que les Russes n'ont pas réussi à prendre, point. Alors, l'Ukraine est prête à envisager une zone démilitarisée dans le Donbass. Ça ressemblerait à quoi? Déjà, j'y crois pas et ça se fera pas. Non. C'est une façon pour Zelensky de remettre la balle dans le camp de Trump. Pourquoi ça se ferait pas? Ça s'est pourtant fait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors, c'est pas le Donbass démilitarisé, c'est une ligne de 4 km d'épaisseur, si j'ose dire, la DMZ, avec beaucoup de forces de part et d'autre, prêtes à combattre. Là, c'est une zone, si vous voulez, si j'ai bien compris, l'idée c'est que la zone que Poutine revendique serait de fait neutralisée. Ça suppose des garanties massives. On le voit là, oui. Sur cette carte. Et ça suppose des garanties américaine. C'est pour ça qu'il met la balle dans le camp de Trump. Parce qu'il dit à la limite à Trump, je suis prêt, vous me demandez de faire des concessions territoriales. Bon, je suis prêt à en parler, mais ça suppose que je sache d'abord ce que vous me donnerez comme concession. C'est-à-dire quoi, des soldats américains là-dedans? Je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres. Parce que Trump a dit au moment de cette espèce de faux deal sur les terres rares en mars de cette année, Trump a dit que par définition, des entreprises américaines, c'était une forme de garantie. Oui. Alors d'abord, depuis 2014, il y a pas mal d'entreprises américaines en Ukraine, et depuis 4 ans que la guerre est devenue une guerre en profondeur, il y a plein d'objectifs américains qui ont été ciblés. On n'a jamais vu qu'il y avait une sorte de protection des objectifs américains actuels. Donc je ne vois pas pourquoi il viendrait à Trump l'esprit que là, du coup, maintenant, c'est différent. Bon. Et ensuite, même, ça ne change rien à une attaque terrestre. Je veux dire par là que si cette zone-là est meublée de Trump Tower et de Golf Trump, donc là, Trump dit non, ils attaqueront jamais. Que feront les Russes? Ils diront aux Américains, réfugiez-vous sur le Golfe, jouez au golf, et nous, on passera à côté. Donc, il ne vous arrivera rien, mais nous, on va dans la profondeur. Donc, c'est pas une garantie, ça. Attendez, vous me faites rire, là, Général Yakovlev. Mais c'est pas drôle. C'est-à-dire quoi, aller au golf? Vous dites quoi exactement? Non, mais que s'il y a... Trump a l'air de croire qu'en mettant une Trump Tower et un golf Trump, c'était l'idée derrière l'accord de mars dernier sur les terres rares, où il disait... Mais les industries américaines, ça sert de garantie. Et quand vous dites aller au golf, c'est quoi? C'est les bouger autre part? Non. Il y a un terrain de golf, restez sur le terrain de golf, jouez au golf, nous on passe à côté pour attaquer dans la profondeur. Donc vous êtes à l'abri, les Américains, vous êtes à l'abri. Et vous pensez vraiment que les Américains donneraient le feu vert comme ça? Vous pensez qu'on en est là? Réellement? De laisser passer les Russes dans la profondeur. Ah, mais dans l'esprit de Trump, il est clair qu'il ne se battra pas pour... Donc là, l'idée qu'une propriété américaine est un obstacle sur les visées agressives de Poutine, il n'y a que Trump pour le croire.
Il n'y a que Trump pour le croire, en admettant qu'il y croit lui-même. Donc des intérêts américains, ce n'est pas une garantie. Voilà. La seule garantie réelle pour une zone neutralisée, c'est une présence militaire suffisamment lourde pour que Poutine se dise « on ne me laissera pas faire ». Et vous savez très bien que Donald Trump ne fera jamais ça. Et c'est bien pour ça que je dis... c'est no boots on the ground. Et c'est bien pour ça que je dis que Trump ne promettra rien et que ça permet à Zelensky de dire « j'ai fait une offre qui est quand même sérieuse, hein, ça me coûte un bras, hein, et vous ne voulez pas me donner de garantie. Pourquoi je donnerais les clés de ma porte blindée en l'échange de vagues protestations verbales de la part du syndic Trump? Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une garantie. Donc là, pour l'instant, Zelensky met Trump en demeure de dire c'est quoi vos garanties? Parce que Trump a dit il y aura des garanties, il y aura des garanties. Ouais, c'est quoi les garanties? Maintenant, il faut aligner. Alors, les Ukrainiens et les Européens se sont mis d'accord de demander des garanties de sécurité similaires à l'article 5. Oui. Comment ça se met en place? C'est-à-dire qu'il y a un article 5 qui existe. Pourquoi on ne l'utilise pas dans ces cas-là? Concrètement, une garantie réelle pour l'Ukraine, c'est des troupes étrangères en Ukraine. Voilà. La garantie de l'article 5 de l'OTAN qui s'applique aux pays baltes, c'est quoi? C'est un déploiement à l'avant qu'il n'y avait pas avant 2014, soit dit en passant, qu'il n'y avait pas avant 2014. Il n'y avait pas de militaires de l'OTAN, de déploiement de l'OTAN dans les anciennes républiques soviétiques. C'est l'agression de 2014 qui a changé la donne pour l'OTAN. C'est pas le contraire. Quand Poutine dit l'OTAN venait lécher à mes frontières, c'est pas vrai. Il a attaqué l'Ukraine, la Géorgie puis l'Ukraine, et l'OTAN a réagi. Mais si c'est pas ça, c'est pas la peine. C'est pas une garantie. Il faut une garantie que si Poutine reprend la guerre, qu'il se retrouvera en guerre, pas seulement contre l'Ukraine. Alors après, ça ressemble à quoi? On peut en débattre. Il y a les militaires d'Active en parleront, mais je comprends que Zelensky ne peut pas lâcher son bastion contre de vagues promesses de Trump, surtout que Trump, on sait ce que valent ses paroles. C'est pas plus que Poutine, en réalité. Hein. C'est un pèdre à ton laveur, la parole de Trump. Alors, quand il parle, Volodymyr Zelensky, de proposition de référendum sur le territoire du Donbass, c'est quoi? C'est un feu de paille? Là encore, c'est pour... il dit il est prêt à faire un référendum, encore faut-il qu'il ait des conditions permettant de faire un référendum. Donc un cessez-le-feu. Ça veut dire que oui, qu'on peut ouvrir des bureaux de vote sans que les gens se fassent tirer dessus. Ça veut dire aussi que les gens puissent voter librement, ce qui n'est pas le cas des référendums à la russe. Et puis Poutine va dire mais le référendum il a déjà été fait, camarade. Je ne vois pas pourquoi on ferait un deuxième référendum. Le référendum a été fait. Donc là, je pense que c'est Poutine qui va devoir refuser ce plan aussi, une nouvelle fois, ou alors il laissera Trump refuser ce plan d'une façon ou d'une autre. Alors Donald Trump a laissé miroiter des négociations qui devaient avoir lieu demain, qui n'ont finalement pas lieu demain, on l'a appris de la part de l'Élysée. Est-ce qu'elles auront un jour lieu? On parle de lundi à Berlin, est-ce que vous pensez vraiment que les jours à venir vont être décisifs? J'en sais rien. Je note que ce que Trump appelle des négociations, ce ne sont pas des négociations. Ce n'est pas des négociations. Il n'est pas dans le camp occidental, où il aurait renforcé la main de l'Ukraine pour obtenir un bon accord. Il n'est pas non plus arbitre honnête entre la Russie et l'Ukraine. Il joue dans le camp des Russes. Donc ce n'est pas une négociation, c'est une traduction qui fait des positions russes, et il essaie d'imposer à Zelensky ce que la guerre n'a pas obtenu de l'Ukraine. Donc indirectement, Trump fait la guerre à l'Ukraine. C'est pas une négociation, ça. Alors c'est quoi la porte de sortie, général Yakovlev? La porte de sortie, c'est que ça dure encore suffisamment pour que Trump se rende compte que son prix Nobel de la paix, c'est pas comme ça qu'il va l'avoir. C'est tout. Il faut qu'il sorte de cette fixation sur la Russie. Une partie de sa fixation sur la Russie, c'est la perspective de gains financiers massifs à titre privé, pour lui. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a un aspect de corruption personnelle derrière la position de Trump. Mais ça, il pourrait l'avoir même en temps de guerre, en réalité. Pas avec la Russie, pas dans l'état actuel des choses. Mais quand Trump prétend que la Russie
Il faut qu'on rétablisse nos relations commerciales avec la Russie et tout. En 2021, les relations commerciales avec la Russie, tout compris, c'était 36 milliards de dollars. C'était moins qu'avec l'Espagne. C'était 0,7% du commerce américain. Mais la politique internationale n'est pas la même. Oui, en politique internationale, c'est une chose. Mais Trump passe son temps à parler business. Le business des États-Unis avec la Russie, il n'est pas nul, mais il est négligeable. Négligeable. Et d'ailleurs, on ne voit pas Trump se précipiter à Madrid pour dire aux Espagnols il faut absolument qu'on fasse des grands deals. Non, alors que cette idée débile lui vient. La grande différence, c'est qu'il vise, lui, pour son gain personnel de promoteur immobilier en Russie. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis et la Russie. C'est l'entreprise Trump qui veut s'enrichir avec la Russie. Et pour ça, il faut que la guerre cesse, effectivement. Justement, la question qui se pose, c'est le financement de la reconstruction. Mykhailo Podolyak a dit « L'agresseur doit contribuer au financement de la reconstruction ». Il y a toute cette discussion autour de l'utilisation des avoirs gelés russes. On a vu notamment que la Belgique bloque ça. Comment on fait pour incarner une sorte de voix puissante en tant qu'Européen sur la voie internationale quand on n'est pas capable de dire à l'unisson « Ok, on reconstruit le pays grâce à notamment des avoirs gelés ». Oui, ça faisait partie d'un plan raisonnable. S'il y avait eu un plan de paix, un vrai plan de paix, et pas un plan d'abandon, la question de la réparation et de l'emploi de cet argent russe aurait fait partie de la discussion. Là, Trump l'a mis de côté. Il a même cherché à mettre la main dessus. Moi, une des raisons pour laquelle je suis pour que l'Union européenne entre guillemets, s'empare de cet argent, alors que, semble-t-il, pour les juristes, c'est compliqué, etc., etc. C'est pour éviter que ce soit Trump qui s'en empare. Le jour où c'est nous qui sommes assis sur la caisse, c'est pas lui. Voilà. Parce que là encore, dans le business, Trump, il veut faire du business avec l'argent des Russes que lui donneraient les Européens, et la reconstruction, tout le monde sait qu'elle sera financée par les Européens, en gros. On le sait, tout le monde s'y attend. On va dans la rue, on demande à des gens dans la rue qui va payer la reconstruction ukrainienne. En gros, on sait que c'est l'Europe. Dans l'histoire, on sait que notamment l'agresseur a mis aussi la main à la pâte, normalement. Oui. Pour l'instant, Poutine n'a pas donné beaucoup d'indications qu'il était prêt à reconstruire ce qu'il est en train de détruire. Et il va dire lui-même, d'ailleurs, j'en ai besoin pour reconstruire mon pays puisque j'ai été ravagé par ces néo-nazis de Kiev. Autre demande de Donald Trump, c'est l'organisation d'élections en Ukraine. Écoutez. Pensez-vous que le moment est venu pour l'Ukraine d'organiser des élections ? Oui, je le pense. Ça fait longtemps. La situation n'est pas particulièrement bonne. Mais je pense que c'est le moment d'organiser des élections. Ils utilisent la guerre pour ne pas en organiser, mais je pense que le peuple ukrainien devrait avoir ce choix. Peut-être que Zelensky gagnerait, je n'en sais rien. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'élection. On parle de démocratie, mais on arrive à un point où ce n'est plus une démocratie. Quand vous entendez ça, de la part de Donald Trump, qui ne dit pas un mot sur le pouvoir russe, par exemple, est-ce que Volodymyr Zelensky devrait céder d'une certaine manière ? Alors, déjà, pour l'instant, théoriquement, d'après ce que j'ai compris dans sa constitution, il ne peut pas. Donc, on ne peut pas lui demander de faire des choses anticonstitutionnelles. Alors, ça, c'est une position américaine. Hein, elle est née de l'ignorance, mais Trump est un ignorant total en histoire et en géographie. Les Américains ont fait des élections pendant la guerre mondiale. Forcément, ils n'étaient pas envahis ni menacés. La Grande-Bretagne, pendant les 2 guerres mondiales, qui n'était ni envahie ni occupée, n'a pas fait d'élections. Ils ont attendu après la guerre pour faire des élections. Ou d'ailleurs, pour la Deuxième Guerre mondiale, à la surprise générale, Churchill a perdu. C'est la position des Européens, quand ce sera possible. Bah oui, quand ce sera possible. Mais on est dans un monde réel. On n'est pas en Amérique, dans l'esprit malade de Trump. On est dans un monde réel. Que faire des élections aujourd'hui, c'est compliqué. Et pour des tas de raisons objectives. Donc c'est pas démocratique dans ce contexte-là. Ce qui est choquant, mais on est habitué avec Trump, c'est que ils mettent en cause la légitimité de Zelensky. Zelensky a été élu légitimement. Ça a été une alternance politique démocratique à Kiev. Les députés le soutiennent. Donc sa légitimité n'est pas en cause, alors que celle de Poutine, elle est totalement fictive. Tout le monde le sait. Et donc, quand Trump
oublie, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, il oublie Poutine et il remet en cause la légitimité de Zelensky, il déconsidère son discours. L'Amérique devrait être la championne de la démocratie. On a le président des États-Unis qui remet en cause la légitimité. Et en plus ça, au fond, c'est pas son problème. C'est pas son problème. La stratégie nationale de sécurité dit que l'Amérique ne se mêlera pas des affaires intérieures des pays, même si, message pour la Russie et la Chine, même si en réalité on trouverait à redire sur leur régime. Donc la Russie et la Chine, il les remet pas en cause, et l'Ukraine qui est en guerre existentielle, il ose utiliser cet argument. C'est choquant et c'est nul. Est-ce que l'adversaire, au fond, c'est pas l'Europe, général Yakovlev? Regardez ces propos du conseiller politique du Kremlin, Sergueï Karaganov, dans Le Grand Continent. Il dit « Cette guerre a déjà commencé. Notre véritable adversaire est bien l'Europe. Et non la malheureuse Ukraine misérable et manipulée. » Et écoutez ces propos du secrétaire général de l'OTAN. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait également arriver aux pays alliés, que nous devons adopter un état d'esprit de guerre. Le conflit est à nos portes, la Russie a ramené la guerre en Europe, et nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont endurée nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Quand on a dit ça, on fait quoi? Ouais, déjà, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que je le dis depuis 2014. Quand j'étais invité sur des plateaux pour commencer en mars 2022, je disais, cette guerre est notre guerre, c'est nous qui sommes la cible. Poutine a dit ouvertement qu'il veut mettre un terme à l'OTAN et qu'il veut, en fait, pouvoir intimider à volonté chacun des États européens pris isolément, pris seuls, parce que justement, il n'y aura plus l'effet de groupe. Donc, l'effet de meute de l'OTAN. Donc tout le monde le sait, Poutine le dit. Vous voyez. Alors maintenant, le secrétaire général de l'OTAN dit, pour moi, une évidence, c'est bien de le dire, je suis d'accord avec lui, c'est très bien dit, vous voyez. Mais la vraie cible, c'est nous. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est en Ukraine, mais la vraie cible, c'est nous. Est-ce qu'on risque une guerre mondiale? Écoutez encore les propos de Mark Rutte, justement, à ce sujet, qui sont des propos plus alarmistes que d'habitude. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez. Nous devons être prêts. Car à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, les conflits ne se livrent plus à distance. Le conflit est à nos portes. La Russie a ramené la guerre en Europe. Et nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont enduré nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation? On est en guerre. On est déjà en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui nous a déclaré la guerre. Chef d'état-major des armées françaises ne dit ce que vous dites. Aucun. Si. On est en guerre, on est sous intimidation. Vous le dites, mais je vous le dis, aux armées, on ne le dit pas. Il y a alors, les SEMA, on dit, la désinformation, on y est. La guerre hybride, on y est. Les drones, pas forcément tous russes, mais il y en a quand même un paquet. Non, mais là, il fait une comparaison avec les guerres mondiales. Oui, alors, est-ce qu'on est là-dedans? Non, nous sommes en guerre. Simplement, ce n'est pas une guerre avec des chars et de l'artillerie de nous, l'OTAN ou l'Europe, contre la Russie. Et simplement, ça pourrait se faire. Plus on... Et c'est là où, si on lâche l'Ukraine, alors la perspective d'une guerre franche et massive, avec des chars, de l'artillerie, des drones, des missiles de tous les côtés, une guerre comme celle que subit l'Ukraine, elle devient possible. Et c'est ce que dit Rutte, c'est si nous nous réarmons, si nous aidons l'Ukraine, etc., eh ben, ça fait partie des conditions pour éviter la guerre. Mais il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas en paix avec la Russie aujourd'hui, et c'est pas notre faute. Mais est-ce qu'on est dans allez, je vais te dire ça de manière un peu grossière, mais est-ce qu'on est là dans le moment d'avant-guerre où on doit faire des réserves, mettre les patates dans le grenier? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire ça aux Français réellement? On dit aux Français, on dit déjà que faut qu'on élève notre niveau de jeu, que la nation se mobilise, qu'on et crée de là faire des réserves, etc. Ben, je vois pas pourquoi on ferait pas de réserve. Je suis pour. Alors, à chaque fois que je dis des choses comme ça, on dit « Oh là là, quel discours anxiogène et tout ». À chaque fois, je dis « Mais vous pouvez continuer à dormir.
vous pouvez continuer à dormir si c'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Le diable est à nos portes, ou le loup est à nos portes. Vous voyez, la hyène, en fait. La Russie est une hyène. Elle est une hyène parce que déjà, elle mange les cadavres et elle attaque les faibles. C'est pas un ours, la Russie. C'est une hyène qui est en train d'essayer de dépecer un corps encore vivant qui, du coup, résiste. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous trouvez que le discours en France est assez belliciste, par exemple ? Est-ce qu'il est assez courageux ? J'aimerais qu'il soit plus courageux et plus direct, mais c'est quand même un discours c'est quand même c'est un discours de vérité. Et la relance du service militaire, par exemple, service militaire volontaire, pour moi, ça va dans le bon sens parce que ça refait du lien armée-nation. Ça, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, de jeunes qui y vont, ça projette l'idée que la défense, c'est plus que l'armée. Et ça rend par ailleurs des services pour défendre le territoire national en cas de problème. Voilà. Non mais je vous dis ça, général Yakovlev, parce que par exemple, le Royaume-Uni développe rapidement des plans pour préparer tout le pays à l'éventuel déclenchement de la guerre. Ce sont les propos du ministre des Armées britannique. Les Allemands, eux, alertent vraiment sur l'ingérence, une attaque informatique visant le système de contrôle du trafic aérien, ainsi qu'une campagne de déstabilisation durant les dernières législatives. Est-ce que, là déjà, la France peut se retrouver dans cette situation-là ? Mais si oui, on l'est déjà. Donc on l'est déjà. Les mains rouges et les cercueils, la guerre d'information. Assez franchement. Oui, on le dit. Je pense que le public français se rend compte que la Russie nous fait la guerre. Pour l'instant, vu des Français, pas des Ukrainiens, pour l'instant, c'est une guerre larvée, c'est une guerre souterraine, c'est une guerre de déstabilisation, de désinformation, d'intoxication, de corruption, voilà, c'est une guerre très subtile que nous font les Russes, qui leur coûte pas cher et qui rapporte gros. Et pour eux, c'est aussi une phase préparatoire. Si jamais on mûrit bien, et on sera tentant pour eux. C'est-à-dire si nous restons les bras ballants, si on reste tel le concombre de mer à attendre que ça se passe, nous devenons une cible, une proie tentante. L'idée de l'Europe, c'est d'arrêter d'être une proie tentante. Il faut que ça devienne compliqué pour les Russes. Donc c'est ça l'idée de la remontée en puissance, de la remontée en gamme. Et là, la France est quand même assez devant les autres. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, de ce point de vue-là, sont quand même derrière nous. Il faut faire quoi ? Est-ce qu'il faut être plus offensif ? C'est-à-dire faire en sorte d'être aussi une menace hybride pour la Russie, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Je ne sais pas. La société russe, elle est inatteignable, en gros, par nos moyens. Alors, il y a beaucoup de Russes qui ont accès, ils savent très bien se débrouiller avec les VPN et tout. Beaucoup de Russes ont accès à l'information occidentale. Le problème, c'est que les mêmes disent que c'est de la propagande occidentale. Ils n'y croient pas. Donc, déstabiliser le régime... Non, la seule chose qui déstabilisera le régime, c'est quand cette guerre s'arrêtera d'une façon ou d'une autre et que les soldats, un certain nombre, rentreront à la maison et que le pays se rend compte de ce que cette guerre lui fait. La Russie, j'entends. Mais ça va devenir très compliqué pour le régime. Voilà. Le service national volontaire, vous en avez parlé comme une potentielle réponse à tout ça. Eux, les Allemands, ils ont adopté une nouvelle loi pour un service militaire volontaire. Vous savez combien ils sont payés, ceux qui vont s'engager ? 4 fois le 2600 €. Oui. En France, c'est 800 €. Oui. Est-ce qu'on donne vraiment envie quand vous voyez ces deux modèles différents ? Est-ce qu'on ne va pas, d'une certaine manière, laisser l'Allemagne prendre l'aval sur le couple franco-allemand en faisant ça ? Non. D'abord, on verra quand on y sera, la première promo 3000 en 2026. Jeunes. Voilà. Et ensuite, les jeunes, ils viendront. C'est pas une solde qu'ils viendront chercher, c'est un cadre, donc je pense que ça marchera. Les Allemands, ils ont un autre problème, c'est qu'ils n'ont pas la mentalité militaire, que même leur armée professionnelle, c'est pas une armée guerrière, c'est une armée fonctionnaire.
Donc en fait, ils ne savent pas gérer l'enthousiasme de la jeunesse. C'est du passé pour eux. Nous, on est dans un modèle tout à fait différent. Et on le voit avec nos soldats, au sens des soldats de l'armée de terre française, sont très différents des soldats allemands. Il y a un esprit guerrier que les Allemands n'ont pas. Vous voulez expliquer comment ? Alors déjà, ça a été un peu notre choix, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a tout fait pour qu'il n'y ait plus de militarisme prussien. Bon, on a réussi, il n'y a plus de militarisme prussien en Allemagne. Ça, c'est bon. C'est juste que maintenant, il faudra qu'ils aient une armée prête à faire la guerre. Et mon expérience à moi, avec toute l'affection que j'ai pour les Allemands, c'est que ce sont des grands professionnels, mais ce n'est pas une armée. Pourquoi ce n'est pas une armée ? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils sont très fonctionnalisés. Je peux vous le dire, ce sont des gars très bien, très professionnels, mais très fonctionnalisés. Donc vous dites qu'en fait, il ne suffit pas de la masse, il ne suffit pas des c'est pas la masse, armements. c'est l'esprit qu'il leur faut. Moi, je peux citer des tas d'exemples, mais des anecdotes avec des officiers, des officiers bien gradés, promis un très brillant avenir, je parle et tout, et le gars me dit je peux pas venir lundi et mardi parce que je suis en récup. Et comment ça, vous êtes en récup ? Il y a du boulot. Puis ah oui, mais je suis en récup. Et puis je suis obligé. Et je lui avais dit, vous êtes en récup. Allez, on a besoin de vous. Venez quand même. Ah non, je peux pas. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, les bras m'en tombent. Il y avait du boulot. Et c'est pas comme si on l'avait privé de tous ses week-ends. En attendant, l'OTAN appelle à tester Vladimir Poutine. Écoutez. Jusqu'à présent, Poutine n'a joué les pacificateurs que lorsque cela l'arrangeait, afin de gagner du temps pour poursuivre la guerre. Le président Trump veut mettre fin à l'effusion de sang maintenant. Et il est le seul capable d'amener Poutine à la table des négociations. Alors mettons Poutine à l'épreuve, voyons s'il veut vraiment la paix ou s'il préfère que le massacre continue. Est-ce qu'on est capable de tester Vladimir Poutine ? Mais ça, c'est un message de Rutte à Trump pour que Trump fasse son boulot. C'est Trump qui a pris la négociation en main. Ouais, à la limite, celui qui donne le salaire à Mark Rutte, c'est quand même Donald Trump. Pas du tout, c'est nous. Les Américains payent 16% de son salaire. 970 milliards au sein de l'OTAN, c'est quand même assez conséquent, général Yakovlev. Ah non. Alors, vous parlez du budget militaire américain. Bon, quand vous avez retiré 30% de gabegie et de corruption, je parle de corruption, je parle des États-Unis. Quand vous avez retiré 30% de gabegie et de corruption, et que, compte tenu de ce que c'est un budget global, pour une puissance globale, il n'y en a qu'une part qui s'adresse à l'Europe, si vous faites un petit démontage, comme je l'ai fait par ligne budgétaire, vous vous rendez compte qu'en gros, les Américains dépensent au maximum pour leurs obligations, entre guillemets, parce que pour Trump, c'est pas une obligation, mais bref, pour leurs obligations européennes, à peu près l'équivalent de ce que les nations européennes payent. Donc, je trouve que c'est encore trop. Je veux dire, ça devrait être 2 tiers européens, 1 tiers, et pas moitié-moitié. On est d'accord. Mais voilà, ce discours, non, c'est Trump dit 1000 milliards de dollars. Oui, mais c'est pour le monde entier. Et c'est pour aller sur Mars, soit dit en passant. Et c'est pour construire des barrières le long du Mexique. Ça n'a rien à voir avec notre problème. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on est capable de tester Vladimir Poutine ? Alors, il faut que Trump fasse ce boulot. Soit Trump, en février, quand il est arrivé janvier, quand il est arrivé aux affaires, soit Trump aurait dit, les gars, c'est votre guerre. Alors vous négociez, vous débrouillez avec Poutine. Je m'en occupe pas. Et à la limite, on aurait fait un plan de paix, les Européens, avec Zelensky, puis on aurait négocié d'égal à égal, et puis ça n'aurait pas plu à Poutine, etc. Et Trump aurait dit, je m'en mêle pas, c'est votre problème. Ah si, mais Trump a pris en main l'affaire, et il l'a pris pour servir Poutine. Si, j'ai appuyé. Ces positions sont les positions de Poutine. Donc là, indirectement, Rutte est en train de dire à Trump, si on veut mettre la pression sur Poutine, il n'y a que vous qui pouvez mettre la pression sur Poutine. Ça suppose de la part de Trump un changement à 180 degrés. Parce que jusqu'à présent, Trump essaye de vendre le deal en bois des îles de Poutine. Justement, est-ce que vous pensez que les Américains vont nous lâcher ? Certains disent 2027. Oui, je n'aurais pas cru ça possible avant. Moi, j'y crois aux Américains. Je crois aux Américains. Mais là, pour l'instant, le régime actuel m'inquiète. Et donc, vous voyez, on a vraiment des raisons de s'inquiéter. Nous avons un parent toxique dans la famille.
Trump est un parent toxique. Il est temps que l'autre parent, le cas échéant, ait une consultation avec un avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut penser aux enfants. Je pense que malheureusement, nous en sommes là. On n'en est pas encore au divorce. On espère tous qu'il n'y aura pas de divorce. Moi, je crois aux liens transatlantiques. Mais avec tout ce que nous fait Trump, il y a un moment où il faut se dire, ça suffit. Il parle même d'un saqueur européen. Oui. Oui, mais ça, le jour où... Ça, c'est à la fin du processus. C'est quand les Américains sont partis. Vous ne pensez pas que c'est le début Non. du départ? Non, du point de vue militaire. De mettre le commandement... Non, ça peut pas. Là, ça montre que Trump ne comprend rien. Trump ne comprend rien à son propre établissement militaire. C'est-à-dire, tant qu'il y aura des Américains en Europe, ils seront commandés par un Américain. Ça, c'est clair. C'est pour tous les Américains, on ne peut pas être sous les ordres d'un non-Américain. Donc, tant qu'il y a des Américains en Europe, il y aura un commandeur américain. Et ce commandeur américain, c'est tous les autres qui diront, bah, c'est toi le boss maintenant.